me remémore parce qu'il vient de partir, c'est un ancien sans-papier, comme on dit, Rachid. C'est juste une petite parenthèse, mais il a fait partie des animateurs de la lutte des sans-papiers sur Argenteuil. On a occupé différents endroits, différents locaux. Et il y a des moments dans la vie des militants, militantes, il y a des moments comme ça suspendus qui sont juste magnifiques. Et l'un d'eux, c'était lorsque Rachid était face au préfet, préfecture du Val d'Oise, où on fait, parce qu'il y a la lutte globale des sans-papiers, puis il y a la lutte au cas par cas, un grand débat, un vieux débat, et puis il y a les dossiers, et son dossier arrive. Et lorsque ce dossier arrive, le préfet voit la date de naissance, voit un petit peu le parcours extraordinaire de va-et-vient de cet homme-là, et il lui dit « Mais non, vous ne répondez toujours pas aux critères ». Et il se lève et il dit « Comment se fait-il que moi, je suis arrivé en France avant Charles de Gaulle, on a donné dans ma famille plus qu'on aurait dû donner, et vous me dites, vous, monsieur le préfet, que j'ai pas droit au papier ». Et ça en dit long en réalité sur ce continuum historique, parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'il y a 10 ans, c'est pas d'il y a 20 ans. Il y a un lien, évidemment il y a un lien, idéologique, mais pas que idéologique, parce que ça se traduit dans les actes, entre le colonialisme et ce que vivent aujourd'hui les immigrés, y compris ceux et celles qui meurent et qui sont assassinés, comme tu l'as dit, en mer Méditerranée. Et c'est ce même lien-là, avec sans doute des ressorts différents, parce que c'est jamais tout à fait la même chose. Mais celles et ceux, comme on dit vulgairement, issus d'eux, comme tu l'as très bien dit, qui sont rien d'autre que des citoyens et citoyennes à part entière, mais en réalité entièrement à part, à qui on fait payer régulièrement le prix de cet héritage culturel, de cet héritage justement du colonialisme, dans les quartiers populaires, et qu'on connaît bien, qu'on contrôle. Les sociologues l'ont montré et démontré, les chercheurs du CNRS l'ont montré et démontré, mais celles et ceux qui vivent dans ces quartiers-là connaissent bien, se font harceler quotidiennement par les policiers. Eh bien, ces mêmes policiers, il arrive, heureusement, pas tout le temps, mais il arrive que ça se traduise par des morts. Je le dis parce que, pour nous, c'est l'entrée dans la discussion, c'est l'entrée dans l'échange. Ces violences policières qui mènent aux morts, on pourrait les citer, ils ont tous des noms avec un accent cassé à plusieurs endroits du nom et du prénom. Pour autant, et évidemment nous les condamnons, évidemment nous demandons justice, et je viendrai à la fin. Pour autant, je dirais que c'est la partie la plus visible, ça ne veut pas dire que c'est visible, c'est la partie la plus visible de ce que vivent celles et ceux dans les quartiers populaires. C'est-à-dire cet état de non-droit, ils ont raison de le dire, mais de non-droit non pas parce qu'on refuse l'application du droit, parce que ce sont des zones où le droit, justement, à l'égalité n'est pas appliqué, est institutionnellement, structurellement et de manière systématiquement refusé à celles et ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Alors ça se traduit dans ces contrôles répétés, ça se traduit dans le refus à une éducation à égalité de droit, non pas une égalité de chance, mais une égalité de droit, ça se traduit dans le refus d'accès aux services publics, ça se traduit dans le refus y compris d'accès aux loisirs. Tout le monde ici, enfin beaucoup ici, en tout cas je vois à peu près celles et ceux qu'on puisse faire refouler devant les boîtes à plusieurs reprises, là il n'y a aucun doute. Autrement dit, on vit réellement dans une continuité de ce colonialisme-là qui a gangréné les esprits, qui gangrène aujourd'hui évidemment les médias, qui aujourd'hui est un ressort fondamental, aussi bien en France qu'en Angleterre. On voit à quel point l'immigration est un enjeu clé aujourd'hui pour gagner une élection, et ce qui est vrai en France, en Angleterre, et évidemment vrai aux États-Unis, de manière générale, partout en Occident. Et si je le dis comme ça, c'est parce que ils ont raison, les uns et les autres, celles et ceux qui s'autorisent à mettre aujourd'hui la focale sur Baltimore, sur les États-Unis, où évidemment il y a une chasse aux Noirs, il y a une chasse aux Nègres. La réalité, c'est que ceci ne doit pas nous faire cacher qu'il y a aussi ici dans ce pays une chasse aux Arabes, aux Noirs, aux Roms, aux musulmans, aux quartiers populaires, aux Blancs déchus de leur blanchitude, car comme l'a montré certains sociologues dont Fassin, évidemment, quand on est blanc et qu'on vit dans les quartiers populaires, il arrive, en tous les cas c'est comme ça que perçoivent les gens de la BAC, que ces blancs-là, entre guillemets, eh bien, sont quelque peu arabisés, noircisés, je ne sais pas comment on pourrait dire, en tous les cas, ils sont assimilés à celles et ceux qui vivent dans ces quartiers-là, du point de vue de cette couleur de peau stigmatisante.
Eh bien, il faut le dire, il y a en France, évidemment, des crimes policiers tout aussi condamnables dont les ressorts sont équivalents à ceux et celles qui existent aux États-Unis. Et le dire comme ça veut dire que le travail est extrêmement important sur deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il va falloir accepter dans ce pays, et je le dis comme ça ouvertement, accepter qu'il puisse y avoir une autonomisation de celles et ceux qui sont victimes de ces violences-là, et pas que symbolique. Autonomisation, ça ne veut pas dire qu'on se détache du reste du monde, ça veut dire que celles et ceux qui sont victimes puissent s'organiser, s'auto-organiser, définir leurs propres moyens de lutte, et s'ils décident qu'en 2005, lorsque des voitures ont brûlé, s'ils décident que pour eux c'est une révolte, ce n'est pas une émeute, que ça a un contenu politique et c'est pas de la sauvagerie, d'après moi, il faut qu'on l'entende de cette manière-là. C'est la meilleure façon de marquer notre solidarité politique à l'égard de celles et ceux qui sont tombés en 2005, soit en prison, soit qui sont morts. Je pense évidemment à Zied et Bouna, dont le procès, enfin l'issue du procès devrait tomber normalement lundi prochain, le lundi de mémoire au 18. Et il va falloir évidemment être vigilant sur le compte-rendu, dont on a à peu près une idée, mais surtout être présent devant les tribunaux. Il y a un rendez-vous qui est donné pour la région parisienne, c'est 19h, devant le tribunal de Bobigny, en solidarité avec Zied et les familles de Zied et Bouna, en solidarité avec celles et ceux qui sont révoltés pendant 2005. Le deuxième aspect qui est important, c'est toute la déconstruction idéologique qui est un passage obligé. C'est-à-dire, comme ça a très bien été dit par Ahmed, on nous a construit idéologiquement, on nous a construit, on véhicule, malgré nous, dans notre absence, et c'est beaucoup mieux, cette image qu'on retrouve un peu partout. C'est vrai pour les Roms, les sans-papiers, ça a été dit. Et ce qui se passe ici opère de la déconstruction. Pourquoi? Parce que vous voyez celles et ceux qui sont victimes de ces violences-là, eh bien prendre la parole. C'est-à-dire, vous les voyez actrices et acteurs de leur propre histoire, et de ce point de vue-là, ils l'écrivent, et c'est extrêmement important, et je dirais même, y compris pour des militants issus de l'immigration, d'entendre d'autres militantes et militants issus de l'immigration, ici avec cet héritage de l'immigration, comme l'a dit Ahmed tout à l'heure, c'est important qu'on puisse se voir, s'entendre, se reconnaître. Parce que le plus fort, comme disait Steve Biko, ils ont fini par nous faire intégrer le fait que nous étions nous-mêmes impuissants à nous auto-organiser, à orienter nos propres luttes. Et ça, c'est extrêmement important, évidemment, pour nous tous, mais en particulier aussi pour ceux qui ne sont pas directement impliqués dans ces violences-là en tant que telles. La deuxième chose, et je finis, c'est ma conclusion, j'étais hier, avec quelques-uns ici, je vois des têtes qu'on retrouve, aux 10 ans de l'anniversaire du Parti des indigènes de la République. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas comment on va y aller, mais ce qui est sûr, c'est que le passage obligé de l'unité s'impose à nous. C'est-à-dire que celles et ceux qui étaient dans la salle, je m'excuse de ne pas regarder, enfin, je pense que c'est bon de regarder les tribunes, c'est bien aussi de regarder les gens dans les salles. Il est évident que celles et ceux qui étaient dans la salle hier à la Bourse du Travail de Saint-Denis aspirent exactement à tout ce qui est écrit dans cet appel de reprenons l'initiative à la virgule près. C'est-à-dire qu'il y a nécessité de faire de notre combat un combat uni. Et je le dis parce que Ahmad Bentoussi, qui aurait dû être là, qui aurait dû même y compris présenter peut-être les violences policières ici, eh bien, a fait un appel à la fin de ce meeting. Je ne sais pas ce qu'il deviendra, en tous les cas, je l'ai entendu. Suite aux 10 ans de 2005, elle appelle à un rassemblement, une mobilisation le 31 octobre, en tant que collectif contre les violences policières autour de son frère Amin Bentoussi, ce qui est relayé aussi par d'autres familles. Il y avait la maman d'Ali Amni qui était là. Eh bien, j'espère très sincèrement qu'à l'automne 2005, indépendamment de tous les rendez-vous pour les cheminots en septembre, etc., qu'on soit dans cette continuité-là, qu'à l'automne 2005, on puisse, dans un cadre collectif, vraiment peser pour une mobilisation du tous ensemble et faire en sorte que ce qui s'est passé il y a 10 ans, on le traduise par réellement, parce que c'est ça, par une dimension politique, une révolte politique qui est encore d'actualité. Et j'espère que si un jour
des voitures brûlent comme ça brûle actuellement aux États-Unis, eh bien que certains d'entre nous ne se cachent pas derrière son petit doigt, mais puissent assumer sa solidarité politique à l'égard des quartiers populaires qui ne font qu'exprimer politiquement le désengagement de cette société et l'inégalité qui les anime. Alors, Denis Godin, animateur de l'appel du 21 mars. Donc juste sur l'appel du 21 mars, c'est un grand mot, mais c'était à l'initiative de l'UNSP, l'Union nationale des sans-papiers, donc il y a eu les manifestations le 21 mars à l'occasion de la journée contre le racisme, et dont on peut tirer un certain nombre de choses. Et je pense que c'est pour revenir sur le titre et l'importance des discussions qu'il y a là, mais aussi des discussions qu'il y a eu à Saint-Étienne, des discussions, y compris des meetings comme celui qu'il y a eu hier à la Bourse du Travail à Saint-Denis. Derrière l'idée de reprenons l'initiative, bon, la première chose, je ne vais pas délayer, mais reprenons l'initiative, ça veut dire déjà quand même, je pense que ça on l'a, à mon avis, en tête largement, ça veut dire qu'on l'a perdu. Et de réussir à comprendre en partie aussi pourquoi on l'a perdu et à quel point on l'a perdu. Quand on a pas quelqu'un du Front National, quand on a un maire UDI, donc considéré centre droit, etc., qui sur la question des Roms, et quand il y a un incendie, peut dire regretter que Hitler n'ait pas fini le boulot, et qu'il n'y ait pas des mobilisations partout, qu'il n'y ait pas des voitures qui crament dans les quartiers, etc., c'est un indice, mais ce n'en est qu'un, parce que je pense que le nombre de choses comme ça, à quel point on a perdu l'initiative, à quel point on a reculé, et du coup de la nécessité de le reprendre. La deuxième chose sur reprenons l'initiative, c'est que la réponse qui pourrait être faite par rapport à ça, ce serait de se limiter au possible. C'est-à-dire se dire qu'on a tellement reculé que les seules choses qu'on peut demander, les seules choses sur lesquelles on peut se battre, les bases sur lesquelles le faire, c'est des bases qui soient des bases minimum. Et encore, quand je dis minimum, ce que une grosse partie de la gauche a fait pendant des années. Et là, je vais reprendre aussi ce qu'a dit Angela Davis hier soir, où elle disait, mais je pense que c'est la base même de l'appel reprenons l'initiative, arrêtons, elle disait, demandons y compris ce qu'on pense être l'impossible. Arrêtons de définir ce qui serait le possible et nous limiter à ça. Je donne simplement un exemple. Sur les sans-papiers, en ce moment, il y a des discussions sur ça. Ce qu'a gagné dans la société, par exemple, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Ce qu'a gagné dans la société, c'est cette idée on ne peut pas accepter toute la misère du monde en France. C'est pas quelque chose qui est dit juste par Rocard, c'était quand il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui domine idéologiquement la majorité de la société. À partir de ce point-là, si on l'accepte, l'idée de la régularisation globale des sans-papiers, c'est impossible. L'ouverture des frontières, la liberté de circulation, etc. Mais y compris, ça veut dire que les critères, et on discute sur la base de critères qui sont de plus en plus réduits et limitatifs. À partir de ce moment-là, la question des migrants qui meurent en Méditerranée, on est forcé, entre guillemets, de l'accepter. Puisque s'il faut limiter l'immigration, à partir de ce moment-là, il faut des frontières, il faut des contrôles, etc. Et on arrive à cette situation où finalement, on a beau se scandaliser sur les morts en Méditerranée, mais de fait, il y aura des morts en Méditerranée de plus en plus nombreux. Et reprendre l'initiative, ça veut dire définir ce que nous sont les bases, aussi bien en termes d'analyse des choses que de revendications, qui sont celles qu'on veut, qui sont les bases, et qui nous semble que c'est les bases sur lesquelles les combats peuvent être menés et les combats peuvent être gagnés. Ça veut dire ça, reprendre l'initiative, il y a un côté au niveau des idées, etc. Et sur cette base-là, construire les réponses. À mon avis, c'est une condition d'abord pour les construire. Je pense qu'on ne mobilisera pas sur des trucs qui sont une adaptation au système en place, mais sur des revendications qui sont vraiment celles qui sont définies par les premiers et les premières concernés, eux et elles-mêmes, et que c'est sur cette base-là qu'on peut mobiliser. Et je finis juste, et sur l'expérience, mais quand on essaye d'agir, on peut toujours analyser, etc. Dans la réalité, c'est quand on essaye d'intervenir sur la réalité qu'on se met à la comprendre un petit peu mieux et l'état des choses existantes. Et il ne faut pas se mentir sur ça. Quand je disais au début qu'on avait perdu du terrain, l'appel du 21 mars, il y a eu des manifestations, je crois, dans une vingtaine de villes en France sur la journée du 21 mars.
Il y a eu une manifestation à Paris qui était une belle manifestation. Il y avait quelques milliers de manifestants, etc. On a tous dans la tête qu'on n'arrivera pas à remonter le courant sur la base de mobilisation avec quelques milliers de personnes. On est tous conscients de ça. L'aspect positif, c'est que c'est un appel. Alors les signatures, généralement, on sait tous que on peut écrire des très beaux appels avec des quantités de signatures incroyables et qui, dans la réalité, ne signifient pas grand-chose. L'aspect qualitativement un petit peu différent du 21 mars, c'est qu'il y avait beaucoup de signatures. Il y avait aussi beaucoup dans ces signatures de collectifs, associations, etc., qui sont des choses de quartier, qui sont des choses de mobilisation parfois très spécifiques contre l'exclusion des mamans qui portent le foulard dans un quartier autour d'une école, sur un collectif qui se bat contre l'expulsion d'un foyer comme ce qui se passe dans le 20e, sur des collectifs locaux de sans-papiers, sur les collectifs, sur les violences policières, etc. Et je pense que c'est ce point de vue-là dont il faut qu'on reparte, et la réalité dont il faut qu'on parte, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement antiraciste tel qu'il existait, avec tous ses défauts, n'existe plus. Et il y a des évolutions idéologiques, on a parlé de SOS, du BRAP, etc. Mais aujourd'hui, la réalité, y compris de ces organisations-là, n'est plus celle qui existait. Ils n'ont plus la capacité, y compris d'organiser des grandes mobilisations militantes, mais se reconstruit un tissu de mobilisation dont la spécificité d'abord, c'est comme c'est sur des questions très concrètes, et y compris, ça reflète les interventions qu'il y a eu. C'est souvent sur des questions très spécifiques, mais c'est les premiers et premières concernés. Il ne faut pas rêver, justement, des quali, entre guillemets, du MRAP, de SOS, etc. Ce mouvement antiraciste, il était dirigé par des blancs et par des organisations blanches. C'est pas vrai au MRAP, c'est pas vrai. Par dominé, on va dire. Mais ceci dit, là, les mobilisations et les reconstructions de ce mouvement-là, il se fait sur des questions très spécifiques. Et je finis juste, mais du coup, ce que ça signifie, c'est le débat, j'entends ce que disait Saïmir, mais de fait, je pense que le débat sur l'articulation entre les questions générales, et notamment la lutte contre le racisme, et les fronts spécifiques de la lutte, ce débat-là, il faut qu'on le développe pour justement faire comprendre que quand il y a des mobilisations très spécifiques sur un quartier, sur des questions, la mobilisation des robes ne peut pas être dissoute simplement dans une mobilisation d'ensemble contre le racisme. La mobilisation contre l'islamophobie ne peut pas être dissoute dans une mobilisation générale contre le racisme. La mobilisation des Chibani, la mobilisation d'un foyer qui se bat contre l'expulsion, il y a des questions y compris d'urgence, etc. C'est des combats aussi spécifiques qui doivent être menés dans leur spécificité et de comprendre comment en même temps ça s'articule avec la nécessaire convergence, l'articulation des choses, etc. Et moi, je pense que c'est un des enjeux dans les débats qu'on a aujourd'hui, à la fois de le comprendre au niveau comment est-ce qu'on articule dans les idées, mais aussi dans les stratégies de reconstruction. On n'aura pas un mouvement antiraciste qui sera proclamé autour d'un appel, quel que soit s'il est bien, etc., et qui fera l'économie de savoir comment se reconstruisent tous ces tissus militants, ces luttes spécifiques, tout en les articulant et en les faisant converger. Et à ce moment-là, le mandon impossible sera possible. Alors, je passe la parole à ma voisine, Claudia Char, qui est membre du Justice. Merci Farid. Et je pense que différentes personnes ont déjà évoqué la question que je voulais évoquer ici justement. On parle de reprenons l'initiative, des politiques des racismes et xénophobie d'État à l'égard des immigrés à travers les différentes lois qui sont adoptées depuis plus de 60 ans, voire plus. Mais il me semblait important, et je pense qu'on est conscient, d'après les interventions qui ont été faites par différentes personnes, sur la question aussi qu'il ne s'agit pas malheureusement d'une politique d'État, mais une politique des États maintenant. Parce que si on parle de la question de l'Union européenne, on se rend compte aussi que malheureusement aussi on est en train d'adopter des politiques des États et même de l'Union européenne qui sont racistes et xénophobes. Et non seulement une politique, mais c'est également d'actes, effectivement une politique qui s'est traduite par des actes trop précis, puisque comme vous le savez bien, et comme encore une fois j'ai dit, différentes personnes l'ont évoqué, il y a depuis un certain nombre d'années une véritable guerre aux migrants. Une guerre aux migrants qui s'est traduite
par l'assassinat. Je pense que tu as utilisé ces termes, je pense que c'est tout à fait adéquat de l'utiliser. L'assassinat des migrants, et non seulement lorsque on adopte et on crée des agences, on met des moyens économiques, financiers, politiques, humains au service de cette politique d'assassinat des guerres aux migrants, mais c'est également lorsque on considère que, comme la France par exemple, qu'aujourd'hui pourrait dire mais je ne suis pas vraiment au bord de frontières et donc du coup ça là ne me concerne pas. Mais quand on fait partie effectivement de ces différents gouvernements, on participe à cette politique. Moi j'étais très contente d'entendre Alum parler des coalitions internationales parce que c'est justement ce que je voulais dire ici. Il s'agit d'une coalition internationale, non seulement des citoyens et des citoyennes, non seulement des associations, mais c'est également de toute personne, de tout syndicat, partis politiques, etc. Parce qu'il faut cette coalition internationale, disons qu'il faudrait reprendre l'initiative internationale également au niveau européen pour lutter justement contre cette politique xénophobe, raciste à l'égard des migrants. N'oublions pas effectivement qu'il ne s'agit pas simplement de 800, 1100, 1200 morts qui ont eu lieu les derniers mois, mais que ces morts se répètent depuis un certain nombre d'années et qu'à chaque fois, je crois que, et c'est ça qui est le plus dramatique, peut-être on semble l'oublier. Et ces morts vont continuer. Quelqu'un a parlé effectivement ces morts vont continuer s'il n'y a pas une autre politique. Je pense qu'il me semble que la plupart des personnes qui sont ici aujourd'hui présentes connaissent ce que le GISTI propose depuis à peu près une quinzaine d'années. Parler de la politique des libertés de circulation. Et je pense également aussi qu'il faudrait qu'on en discute, qu'on revienne effectivement sur cette question de la liberté de circulation, parce que même si je crois qu'ici, la plupart des personnes sont peut-être convaincues, peut-être pas, il faut encore discuter de cette question. Elle est encore très derrière, très en arrière vraiment de la discussion politique. Et ce qui fait que encore aujourd'hui, il y a même des organisations, des partis politiques, des syndicats même, qui ne sont pas tout à fait, ne prennent pas partie prenante justement dans cette question de la liberté de circulation. Et si nous voulons, ne serait-ce qu'avancer un tout petit peu dans la question d'égalité des droits, il faudrait sortir de cette politique finalement, et que l'alternative, le GISTI l'a dit depuis encore une quinzaine d'années, nous pensons que ce n'est que par la liberté de circulation finalement qu'on pourrait peut-être arriver justement à cette question d'égalité des droits. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que les autres personnes ont bien entamé ces discussions et continuent dans les débats.